Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, deuxième partie de cette émission consacrée à l'Europe avec 4 invités sur ce plateau. Pierre Magnin-Fézeau, qui est vice-président du Conseil régional chargé des finances et des fonds européens. Et à ses côtés, Julien Péat, qui est directeur de la Maison de l'Europe. Et puis, nous avons également Sylvain Marmier, agriculteur, ancien président des jeunes agriculteurs européens. Et à ses côtés, un étudiant allemand qui est à Besançon grâce à Erasmus, Hendrik Naar. Alors, comment ça marche, l'Europe? Vous allez le voir, c'est relativement compliqué. En France, on a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif bien séparés. En Europe, c'est un petit peu plus complexe. On écoute. On parle volontiers du triangle institutionnel de l'Europe. Eh bien, ce triangle est un carré. Premier coin du carré, le Conseil européen, les sommets des chefs d'État et de gouvernement. À eux, les grandes orientations, les grandes lignes politiques de l'Union européenne. Ces grands principes doivent ensuite être mis en musique. Et c'est là qu'intervient le second coin de notre carré, la Commission européenne. Elle élabore les textes européens destinés à mettre en application les grandes politiques agricoles, mais aussi le respect de la libre circulation des marchandises et des hommes, ou bien encore les politiques environnementales ou d'aide aux régions. Ces hommes et ces femmes, 28, sont issus des 28 pays de l'Union européenne. Il s'agit pour eux également ensuite de faire respecter ces textes. Des textes qui doivent être étudiés, amendés, puis adoptés par un troisième larron, le Parlement européen. Ces fameux 751 eurodéputés qui, dans la très grande majorité des cas, ont un véritable pouvoir de colégislateur. En clair, ils adoptent des textes qui, à la virgule près, seront identiques à ceux qu'adopteront à l'arrivée les représentants des États. Et ce sont donc ces représentants réunis en Conseil des ministres spécialisés qui forment le dernier coin de notre carré européen. C'est à l'arrivée, eux, qui signent les futures lois européennes à l'issue d'échanges constants entre les autres partenaires de ce circuit de décision. Des échanges difficiles, parfois très techniques, parfois conflictuels, qui expliquent aussi la longueur du processus européen. Il est vrai qu'à 28, c'est bien plus compliqué qu'à 2 ou 3. Hendrik, on va commencer avec vous. Vous vous intéressez à la chose politique, à la chose publique. En Allemagne, est-ce que les médias s'intéressent aussi à la politique européenne ou ils sont plus centrés sur la politique de leur pays? Voilà, ils s'intéressent, oui, mais la politique allemande est beaucoup plus importante dans les médias allemands. S'il y a un grand débat dans le Bundestag, voilà, c'est beaucoup plus important qu'un débat dans le Parlement européen. Donc c'est beaucoup plus présent dans les médias et là je crois que c'est aussi une raison pourquoi l'Europe n'est pas vue si importante chez les citoyens. Vous le regrettez, vous aimeriez qu'on vous parle plus d'Europe? Oui, j'aimerais bien. Julien Péat, comment vous expliquez cet éloignement de l'Europe? Alors on a vu déjà le système est particulièrement complexe, mais il y a d'autres raisons? Il n'est pas si complexe que ça. La manière dont c'est présenté, je trouve qu'on a l'impression que c'est très éloigné de notre fonctionnement. Mais moi, je trouve qu'au contraire, sur le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, il y a quand même des similitudes avec nos démocraties occidentales. Il y a 2 points. D'abord, les décisions européennes, la législation européenne, elle est transposée, elle est transformée pour être intégrée dans la loi nationale. Donc évidemment, la lisibilité se perd parce que les textes européens finalement repassent par la case Parlement national. Et deviennent des textes français. Exactement. Donc là, c'est facile de dire quand c'est bien, c'est nous, et quand c'est pas bien, c'est Bruxelles ou Strasbourg éventuellement. Et puis le deuxième point, c'est que l'Union européenne, c'est une organisation intergouvernementale qui a des compétences qui sont fixées par les traités. L'Union européenne ne s'occupe pas de tout. Et les grandes compétences de l'Union européenne, ça a été de mettre en place la libre circulation et de mettre ensuite en place une série de mesures qui accompagnent cette libre circulation, des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Donc l'agriculture, donc les transports, donc l'environnement, et finalement un certain nombre de décisions qui sont plutôt du domaine technique, voire normatif. L'Union européenne a très peu de prise sur le social, voire sur le sociétal. Donc la sécurité alimentaire, les normes techniques, la protection du consommateur sont des sujets très très importants pour nous au quotidien, mais qui sont beaucoup moins visibles qu'une décision sur le mariage pour tous, par exemple. Sylvain Marmier, comment rendre l'Europe plus proche, plus efficace, plus accessible? Moi, je dirais les choses un peu différemment, mais ça converge dans ce que vient de dire M. Péat. C'est comment faire moins de réglementation, mais plus de politique commune. Comment faire en sorte la croissance, demain, elle émergera de la capacité des acteurs à travailler ensemble, à créer des synergies, à valoriser les différences, les potentiels de chacun dans les différents États. Moi, je pense qu'on a tout à gagner, déjà parce que la France
exporte 70% de ses productions à l'intérieur même de l'Europe. On dit toujours que c'est 500 millions de consommateurs. On a des vrais partenaires commerciaux et industriels à nos portes, avant d'aller chercher les marchés en Chine ou ailleurs. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour savoir demain, pour être capable ensemble de créer la croissance demain. Ça veut dire quoi concrètement sur le fonctionnement? Ça veut dire qu'il faut que notre Union européenne, et quand je dis notre Union européenne, ce n'est pas seulement la Commission, mais c'est tous les élus politiques qui sont autour, se concentrent davantage sur le fait de positiver la différence des uns et des autres et les compétences de chacun, plutôt que d'écrire trop de réglementations systématiquement qui sont renchéries, qui sont encore plus dures au niveau national. Quelquefois, la France en rajoute par rapport aux directives européennes. Et qu'en fait, ça sclérose complètement le développement économique et l'investissement. Moi, je trouve que, juste un point, de mettre les axes sur l'innovation, la recherche et le développement durable, c'est pertinent. C'est exactement ça qu'il faut faire. Après, c'est la méthode pour y arriver. Et je pense que c'est là qu'on est dans un vaste flou de fonctionnement où c'est un peu compliqué. Pierre Magnin-Fézot, même regard que Sylvain Marmier? Trop technocratique? Oui, c'est difficile. Et pas assez politique. C'est difficile, c'est difficile. Mais en même temps, moi, je pense que donc, nous avons une opportunité à la région, c'est de faire passer le message européen à travers les territoires et à travers la politique régionale pour laquelle donc nous sommes autorité de gestion, avec, vous l'avez dit tout à l'heure, du concret, un volume financier très important. On a vu des images qui ont défilé, ce sont des images de réalisation pour lesquelles l'Europe a donné de l'argent. Voilà. Que ce soit des fromageries, que ce soit des associations d'insertion. Voilà, donc avec une enveloppe financière importante, mais au-delà, ce sont des projets. Ce sont des réalisations que nous allons donc mettre en œuvre au cours de 7 ans. Et au service, bien sûr, des citoyens. Et tout à l'heure, vous avez évoqué l'axe donc sur la rénovation, sur la transition énergétique et sur l'efficacité énergétique. C'est un axe très très important et qui rejoint, si vous voulez, les objectifs, c'est-à-dire une croissance, vous l'avez dit, donc intelligente, inclusive et durable. Et là, donc, eh bien, nous allons complètement dans la cible. On est dans la cible avec les énergies renouvelables, et en particulier l'énergie bois et la méthanisation, et puis l'efficacité énergétique pour réduire les charges dans les logements et pour donner du pouvoir d'achat. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. On va faire un petit tour de table parce que, donc, comme je le disais en début de cette émission, le 25 mai, c'est le dimanche où nous allons voter pour nos eurodéputés. Donc le taux d'abstention est déjà annoncé très élevé. Vous avez compris qu'autour de nous, nous avons des Européens convaincus. Alors, quel argument développer, Hendrik, pour essayer de convaincre un jeune ou peut-être un moins jeune d'aller voter le dimanche 25 ? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il faut dire pour que... Ouais, moi je dirais qu'il faut dire qu'avec une vote européen, on garde l'idée européenne du pays sur notre continent. Et en même temps, on aide l'Union de se développer vers une union plus transparente, peut-être plus démocratique, plus ouverte. Pierre Magnin-Fézot? Moi, je veux dire, donc l'Europe, elle s'engage sur notre territoire, elle agit au service de nos concitoyens, et les députés qui seront élus le 25 mai, bien, ils seront appelés à prendre des décisions qui auront forcément un impact sur notre vie quotidienne. Donc il faut aller voter et ne pas considérer l'Europe comme un problème, mais comme la solution. On ne pourra pas s'en sortir tout seul. Donc allez voter, et puis voter également pour réorienter les politiques vers plus de croissance et de progrès. Sylvain Marmier. Moi, je dis juste que dans un monde dont les États deviennent des États-continents et où les rapports de force sont très compliqués, si la France, c'est pas la France contre l'Europe ou la France ou l'Europe, c'est la France et l'Europe. Nous devons travailler ensemble pour garder notre autonomie, notre souveraineté, notre liberté dans un monde qui devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que je dis allons voter pour un choix de politique européenne et non pas contre une Union européenne. Julien Péat, vous aurez le mot de la fin. La préoccupation des Européens aujourd'hui, c'est clairement l'emploi, la politique sociale, et c'est à comment l'Union européenne peut atténuer, être un parapluie aux effets dévastateurs de la mondialisation. Donc c'est le Parlement européen, par les pouvoirs qu'il a pu obtenir depuis 2009 notamment, qui pourra aller vers plus de convergence, vers plus d'harmonisation, la fin d'une forme de dumping social, l'évasion fiscale et tout le reste. Donc oui, les députés européens ont un pouvoir très très important, souvent plus important que les députés nationaux, et il faut aller mettre un bulletin dans l'urne. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dankeschön, je l'ai bien prononcé, ça va, Hendrik. Merci également de votre attention et puis bon samedi à tous. Au revoir.